Jacques Mézard, notre rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Oui, vous avez bien compris, vous l'avez dit, quel était l'objet de cette commission d'enquête. Moi, ma première question, c'est quel est l'intérêt pour vous d'être une autorité administrative indépendante? Quel est le processus de nomination de votre entité? Parce que vous avez un budget qui n'est quand même pas neutre et que ce budget, il a une caractéristique. C'est un budget de presque 6 millions d'euros et vous avez des ressources. Vous êtes financé par la contribution au service public de l'électricité et maintenant aussi au tarif spécial de solidarité du gaz. Donc c'est directement l'usager. C'est l'usager qui apporte une contribution qui n'est pas neutre. Donc, quel est l'intérêt d'être une autorité administrative indépendante? Dans ce cadre-là, est-ce que depuis votre création, est-ce que vous avez eu des contrôles budgétaires ou financiers, que ce soit par la Cour des comptes, le contrôleur budgétaire et financier, le Parlement? On va commencer par ces questions-là. Oui, si vous voulez, parce que j'en ai d'autres. Oui. D'accord. Bien, écoutez, si vous voulez, j'ai commencé par le dernier. D'abord, j'ai dit que notre budget était arrêté par le ministère du Budget, qui bien évidemment assume aussi une partie de ce contrôle, mais que ce n'est pas le seul. Il y a eu aussi un contrôle de la Cour des comptes il y a un an et demi, et que le Parlement, je vous dis l'Assemblée nationale en tous les cas, tous les ans, nous convoque pour que nous apportions un certain nombre d'éléments sur le fonctionnement de notre structure. D'une autre façon, nos comptes sont aussi vérifiés par un commissaire aux comptes, qui théoriquement ne s'impose pas, puisque nous avons un receveur, mais nous l'avons fait justement pour des raisons de sécurité. En plus, je veux dire, c'est quasiment la ceinture et les bretelles. Donc voilà, ça, sur les contrôles financiers, ce que je peux vous dire, on pourra vous en apporter davantage. Je fais une petite parenthèse pour dire que vous n'avez pas reçu la réponse au questionnaire que vous nous avez envoyé. Pour une raison, c'est que malheureusement, la personne qui peut y répondre est en arrêt de maladie ces jours-ci. On peut espérer que la semaine prochaine, ça ira mieux et que la réponse vous sera apportée à ce moment-là. De toute façon, elle vous sera apportée. Sur la nomination de l'entité, c'est une nomination commune du ministre de la Consommation et du ministre du Budget, de l'écologie, puisqu'en fait, nous sommes à la croisée entre la consommation et l'énergie, puisqu'il s'agit donc c'est une décision qui fut prise en 2006, qui ne m'appartient pas de contester, et qui, le processus de décision s'est fait comme ça pour la nomination des deux premiers et du troisième que je suis. Quel intérêt d'être une autorité administrative indépendante? Moi, je ne sais pas, parce que je n'ai pas exercé, je n'ai pas, essayé d'autres systèmes. L'avantage quand même que j'y vois, c'est le terme indépendant. Vous savez qu'il existe d'autres médiateurs en France sur plein de sujets. Le débat d'ailleurs a été assez vif les temps derniers, y compris avant que le texte n'aille au Conseil d'État, et que même le MEDEF s'en est mêlé, puisque le MEDEF a lui-même envoyé un courrier en disant qu'on pourrait tout à fait se satisfaire des médiateurs des entreprises, qui pour certains, puisqu'il y a un médiateur EDF et un médiateur AGDF, mais ça ne satisfait pas forcément tout le monde, et pour tout dire, qui pour certains se vendent même de ne coûter rien, je pourrais vous renvoyer sans doute aux États qu'ils pourraient fournir sur la rémunération de ces gens-là et de leurs équipes, et s'ils ne coûtent rien, je ne sais pas comment l'argent tombe sans doute du ciel pour qu'ils soient rémunérés au niveau où ils sont rémunérés. Je le dis comme je le pense, parce que d'une certaine façon, ça peut être un peu agaçant, pas de votre part, mais de ceux qui circulent parfois véhiculés par un certain nombre d'entreprises. Là où nous sommes agaçants, effectivement, c'est justement à cause de ce caractère d'indépendance qui nous permet, parce que je suis l'autorité entre guillemets, qui me permet de dire des choses, de soulever des lièvres, et alternativement, un certain nombre d'opérateurs d'énergie ne m'aiment pas beaucoup. Je le dis comme ça se passe. Il y en a certains qui me le disent avec beaucoup de gentillesse et beaucoup d'insistance. D'autres le disent avec beaucoup de brutalité.
il n'en reste pas moins que, je crois, mon rôle n'est pas de défendre, je ne suis pas une association de consommateurs, donc je ne défends pas le consommateur urbi et torbi, mais mon rôle est quand même de constater ce que j'ai dit tout à l'heure, les dysfonctionnements qu'il y a chez tel ou tel opérateur, et lui dire que si ces dysfonctionnements n'existaient pas, peut-être que la question du médiateur national de l'énergie pourrait se poser. Malheureusement, hein, on voit bien qu'aujourd'hui encore, nous avons de nouveaux opérateurs qui aujourd'hui posent beaucoup de problèmes avec du démarchage à domicile, et nous allons le dénoncer dans les jours qui viennent, parce que malheureusement, le démarchage à domicile, il se fait plus souvent dans les quartiers en difficulté que dans les beaux quartiers. Hein. Et après, on trouve un tas de gens qui arrivent avec des situations qu'ils ne maîtrisent plus. Et donc tout ça, ça nous permet à nous de convoquer cet opérateur il n'y a pas longtemps, de me faire engueuler par un grand opérateur national il n'y a pas si longtemps non plus, mais quelque part, simplement, il m'a dit que je nuisais à son entreprise. Je lui ai répondu que si je nuisais à son entreprise de cette façon-là, c'était aussi parfois parce que les méthodes qu'il utilisait n'étaient pas celles qui sont normales et que parfois ils se vantent d'utiliser. Voilà, donc moi ce que je peux vous répondre sur ce sujet, mais je n'ai pas expérimenté d'autres statuts que celui-là. Mais franchement, je vous dis qu'il me convient très bien. Oui, le rapporteur, on va terminer, M. Touraine, avec le rapporteur, si vous voulez bien. Oui, on se pose aussi la question de vos relations avec d'autres autorités administratives indépendantes, voire d'autres entités. Je pense à la Creux. Bon, vous nous avez dit que vous aviez de la mutualisation, mais qu'en même temps, ça vous coûtait plus cher pour certains éléments. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à avoir une fusion de ces autorités administratives indépendantes? Il y a aussi les rapports, on l'a vu avec, on va le voir avec la CNIL, puisque on a eu le sentiment en tout cas que vous n'étiez pas forcément sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les compteurs Linky. Vous nous avez parlé de la commission des clauses abusives en nous disant que vous aviez finalement des constatations sur certains cas similaires. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup quand même? Bon, là on vient de parler de la commission des clauses abusives, on a parlé de la Creux, on a parlé de la CNIL. On pourrait parler du défenseur des droits, puisque vous nous avez dit que dans certains cas vous renvoyez directement au défenseur des droits, ce qui se comprend aussi parfaitement. Et dans votre rapport de 2013, vous demandiez un élargissement de vos missions à tous les secteurs de consommation. Fuel, GPL, bois, énergie renouvelable, etc. Donc, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que tout cela est foisonnant? Ça peut paraître, pardonnez-moi monsieur le rapporteur, ça peut le paraître quand on le regarde de l'extérieur. Peut-être même bien que quand j'étais parlementaire, j'aurais peut-être pu penser la même chose parce que je n'étais pas dedans. Et je n'ai pas, moi, je n'ai pas de vocation à défendre une institution plus qu'une autre. Simplement, ceux qui me connaissent bien savent qu'en général, je n'ai pas l'intention de passer mon temps à ne rien faire. Et donc, dans ce genre de situation, je veux répondre très précisément sur chaque relation. Ce n'était pas moi qui ai évoqué les relations avec la CNIL ici, mais effectivement, et c'est bien qu'il y ait débat, nous avons effectivement une différence avec la position actuelle de la CNIL sur le collectage des données de consommation des consommateurs. Si vous souhaitez, je peux le développer plus, ou on peut s'arrêter dessus. Il se trouve que la position de la CNIL n'est pas encore aujourd'hui... pardonnez-moi. La question, c'est pas le fond de vos positions avec la CNIL, et la question de la saisine de plusieurs autorités administratives indépendantes sur un certain nombre de sujets et de croisements et vu de l'extérieur, parce que nous sommes de l'extérieur, comme vous dites, mais vous êtes aujourd'hui de l'intérieur, mais vous avez été aussi, vous l'avez rappelé, parlementaire. Donc c'est cette question-là. On voit bien qu'on vient de parler de 4 entités différentes avec lesquelles vous avez non pas des compétences antagonistes, mais ni croisées. Voilà, non. En fait, nous sommes apporteurs d'idées aux autres, parce que nous avons, une approche des choses, une réflexion sur ces choses-là qui nous intéressent, et parce que quelque part nous sommes plus techniciens que la CNIL
sur la question des données de commander qui. Mais ceci dit, ça ne nous prend pas beaucoup de temps. Hein. Ce que ça m'a pris comme temps, j'ai rencontré la présidente de la CNIL et j'ai rencontré 2 parlementaires qui sont à la CNIL. Voilà le temps que ça m'a pris et c'est mon temps personnel à moi. Donc voilà, quelque part, je pense que je ne peux pas, moi, être quelqu'un qui resterait cloîtré dans son truc et qui n'exposerait pas les difficultés qu'il rencontre et les idées qu'il peut avoir pour les solutionner. Sur la commission des clauses abusives, on est dans la même situation. C'est nous qui avons détecté un certain nombre de choses. Alors la question pourrait se poser, était-il nécessaire que la commission des clauses abusives existe ? Voilà, puisque vous posez la question inverse. En tous les cas, c'est nous qui avons décelé, parce que nous analysons ces contrats et que nous avons les techniciens qui sont capables d'analyser ces contrats. Et là, je dis très clairement que si nous n'avions pas fait ce travail précédent, la commission des clauses abusives n'aurait pas pu publier ce qu'elle a publié, parce qu'en fait, elle n'avait pas les compétences internes qui le permettaient de le faire. Sur le défenseur des droits, c'est relativement marginal. J'ai cité un certain nombre d'exemples et nous avons effectivement des échanges avec le défenseur des droits sur un certain nombre de sujets. Lui-même nous envoie des dossiers parce qu'il estime que ça n'est pas de sa compétence. Et nous, puisque le Parlement a encadré nos compétences, ce qui était normal, puisque c'est une autorité administrative indépendante, il y a des demandes qui ne sont pas dans nos compétences. On pourrait renvoyer aux consommateurs en disant « c'est pas notre compétence, débrouillez-vous ». On considère, nous, qu'il vaut mieux renvoyer vers le défenseur des droits en disant « écoutez, c'est peut-être de votre compétence ou c'est sûrement de votre compétence ». Comme nous faisons d'ailleurs parfois vers le médiateur interentreprise pour un certain nombre de questions, nous sommes aussi quelque part un aiguillage pour des consommateurs qui sont perdus. Quant à la relation avec la CRE, nous avons effectivement de bonnes relations avec la CRE, avec le président, avec les services, sans aucune difficulté. Je ne suis pas de ceux, et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est pas parce que je ne suis plus parlementaire, et pourtant c'est dans l'air du temps aujourd'hui, je ne suis pas de ceux qui pensent que si systématiquement on rassemble les gens, on fait des économies de gestion. Je le dis très clairement comme je le pense. Et moi, je suis de ceux... C'est une excellente réflexion qu'on pourrait appliquer. Y compris aux collectivités territoriales. Voilà. Merci de l'avoir dit. Voilà, je le dis parce que moi, je suis quand même frappé par le fait que ce sont les petites communes qui ont les taux d'impôt les plus bas. Ça, c'est hors du procès-verbal. Donc, on peut raconter tout ce qu'on veut. J'entends le débat, je n'en suis plus. J'ai quand même des idées. Et ben là, c'est pareil. Je vous ai expliqué que moi, je ne critique pas la CRE parce que la CRE a des obligations qui ne sont pas les nôtres. Les obligations de sécurité, les obligations de confidentialité qui ne sont pas les nôtres, et donc elle est obligée d'avoir un système APC de surveillance, on a toutes ces questions-là. Nous y participons, mais en même temps, et je l'ai dit, la CRE nous apporte des avantages, et nous sommes en train de peser avec le directeur, avec nos services, les avantages et les inconvénients d'être avec la CRE pour savoir ce qu'on va faire. Faut-il fusionner ? La question a déjà été posée. Le sénateur Gélard y a déjà répondu, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, sur cette question. Je pense que vous avez certainement compulsé ces rapports, le dernier étant relativement récent, puisqu'il date de quelques mois, de l'automne dernier. Le sénateur Gélard y a déjà répondu en disant que lui-même, il n'y voyait pas vraiment un gros avantage. Ça aurait plusieurs inconvénients. Je pense que la défense du consommateur pourrait en être affectée, dans la mesure où la principale mission de la CRE, c'est le fonctionnement du marché et donc les rapports entre les industriels, et pas forcément la consommation aujourd'hui. Et que le poids de cet aspect des choses serait beaucoup plus important. Et puis, prosaïquement, je peux vous dire que les salaires que nous versons, nous, chez le médiateur, sont plus bas qu'à la CRE. En moyenne. Et que si demain nous devions... Si on fait un petit calcul, moi je regardais, ça fait... Vous êtes sur, avec 41 équivalents de temps plein, vous êtes sur 70 000 euros de moyenne. Oui, mais à la CRE, écoutez, je veux dire très clairement, nous avons des salariés qui sont venus de la CRE, et donc on a dû garder les salaires, au moment où la CRE nous a délesté un certain nombre de responsabilités, puisque ça s'est passé comme ça, et ces salaires sont en gros, en net, à qualité égale de 500 à 1000 euros de différence. Mais c'est quoi le profil des gens qui sont... Alors chez nous, nous avons des juristes, beaucoup de juristes, et nous avons forcément des juristes en début de carrière, parce que dès qu'ils trouvent un endroit mieux rémunéré, ils y vont. Mais c'est pas grave, ça ne nous dérange pas vraiment. Nous avons des gens qui arrivent. Peu de gens font plus de 5 ans. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas plus de 5 ans. Ils vont où chez les fournisseurs d'énergie ? Très peu. Très peu. Non, certains partent complètement ailleurs. Certains vont chez les fournisseurs. Non, chez les opérateurs de réseau.
pour le moment. Nous avons un gars qui est... Mais il était détaché de cette opération. Il est venu chez nous, il est reparti chez les opérateurs de réseau. Mais là, il n'y a pas de concurrence. Hein. Mais nous avons, vous pourrez vérifier, et je pourrais même pointer, mais ce n'est pas du tout les gens qu'il faut mettre en cause. Les salaires que nous versons à ceux qui sont recrutés aujourd'hui à l'extérieur sont plus bas que ceux qui sont aujourd'hui à la Non, c'est pas les gens qui vont mettre en cause, c'est pas ce qu'on veut dire. Non. Mais ça sera quand même intéressant qu'on regarde et que vous nous disiez qu'est-ce qu'il y a derrière ces 41 équivalents temps plein. Est-ce qu'il y a des stagiaires? Est-ce que... Non. Il n'y a pas de stagiaires? Non, ils ne sont pas comptés, il n'y a pas de stagiaires. Ils seront en plus alors? Ah oui, actuellement, il y en a exceptionnellement 2. Ah non, il n'y a plus qu'une. Il n'y en a plus qu'une. Hein. Il y en a une qui est venue pour 5 mois et qui a trouvé quelque chose de mieux ailleurs. On l'a autorisé, c'est tout à fait normal. Nous n'avons très peu. Non, nous n'utilisons pas ce genre de contrat. Tous sont des gens qui sont sur des contrats d'une durée d'1 an, de 3 ans, et pour certains, ils sont titularisés. Ils sont en CDI pour certains d'entre eux, ce qui est tout à fait normal. Mais franchement, vous aurez, bien évidemment, y compris la liste des salaires versés. Pas simplement la moyenne des salaires, mais vous aurez la liste des salaires versés qui vous sera adressée, vous verrez. Mais bon, pour moi, ce n'est pas fondamental, mais quelque part, puisqu'on parle d'économie, je suis de ceux qui pensent que regrouper les deux, la question m'a déjà été posée, hein, le regrouper des deux, ça peut être un choix qui peut être fait par le Parlement, ne pourrait en tous les cas pas être justifié par un avantage financier à en tirer. Ça, je le dis très clairement. Non, mais ça, c'était pas la question. Hein. C'est pas la question, à mesure où vous le voyez bien avec les grandes régions, le régime militaire, il va être calé vers le haut. Donc, bien sûr. Bon. Bien sûr. Donc ça, c'est pas pour moi l'argument définitif pour éviter un regroupement de certaines autorités administratives indépendantes. Je reviens à des questions. Il y a quand même, de ce que vous constatez dans votre rôle de médiateur, vous arrivez à constater certains errements vis-à-vis des consommateurs. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'errements qui justifient de recourir au pouvoir régalien de l'État. C'est-à-dire au juge. Oui. Ah oui. Oui. Alors, au juge dans son aspect civil, mais aussi au juge... au Parlement. Non, au juge au niveau pénal dans certains cas. Nous n'avons... Enfin, objectivement, monsieur le rapporteur, on voit rarement des choses qui méritent de pénal. Rarement, on est honnête. Est-ce que faire du démarchage à domicile dans les HLM et faire signer les gens? Oui, si on fait la preuve qu'on n'a pas laissé le délai de réflexion. Faut-il encore être capable de la faire? Et nous n'avons pas les moyens de la faire. Très clairement. Hein? Donc, voilà. Mais ce n'est quand même pas des choses qui méritent de pénal. Pourquoi la médiation a de l'intérêt? C'est aussi parce que sur des sommes qui ne sont jamais très élevées, ça décharge la justice d'une certaine façon d'un encombrement qu'elle a. Il faut aussi le dire, de cette façon-là. Pourquoi ça a été développé dans les pays anglo-saxons? C'était aussi pour cette raison-là. Nous, nos dossiers, ça dépasse rarement les 5 000 euros. Rarement. Les indemnisations qui sont faites par les fournisseurs, c'est l'échelle, c'est entre 0 et 1 000 euros, entre 100, 150 et 1 000 euros. C'est important pour la personne qui la reçoit. Oui. Ça ne justifie pas qu'il y ait une batterie d'avocats et qu'on mobilise même un juge de proximité sur ces questions. Il n'en reste pas moins que sur un certain nombre de recommandations que nous avons faites et que les opérateurs n'ont pas suivies, eh bien, des consommateurs prennent la liberté d'aller vers le juge. Et d'ailleurs, toutes nos recommandations se terminent en expliquant aux gens qu'ils ont la possibilité d'aller vers le juge. L'année dernière, il y a eu une vingtaine de jugements qui ont été rendus sur ces opérations et tous, je veux dire, ont confirmé ce que nous proposions ou parfois sont allés au-delà de ce que nous proposions. Donc ça veut dire que nous sommes un peu, je veux dire, dans la vérité, qu'à partir du moment où la justice confirme ce que nous proposons, ça montre que nous avons une certaine utilité puisque nous sommes assez dans le vrai. Ne disons pas que vous n'avez pas d'utilité. Vous avez pour mission d'informer les consommateurs. Monsieur le médiateur, quand on lit une facture d'électricité, je me demande, et ça vous devez le savoir mieux que nous, combien de consommateurs arrivent à comprendre le fonctionnement de ces factures. Je prends un exemple simple pour être
un citoyen comme les autres et pour me demander régulièrement ce que ça veut dire et comment ça marche. Or, je pense que depuis 2006, 9 ans se sont passés et que donc peut-être que, et je ne sais pas un procès d'intention, hein, peut-être qu'il était possible de faire évoluer les choses de manière plus positive. Parce que s'il y a un premier problème en la matière, hein, c'est bien que les consommateurs puissent comprendre les factures qu'ils reçoivent. C'est pas du tout évident. Je ne veux pas vous saper le moral non plus. Hein, mais bon. Monsieur le rapporteur, j'en sais quelque chose. Moi aussi, je regarde mes factures. Hein, bon, alors si vous avez le même avis que moi, j'arrive à peu près à les lire. Sauf qu'il ne vous aura pas échappé. Il ne vous aura pas échappé que le médiateur de l'énergie n'a aucun pouvoir sur la formation des factures. Strictement aucun. Ça n'est pas de notre compétence. Ça suit des arrêtés ministériels ou interministériels. Ce sont les services de l'État qui débattent. Ce sont d'autres. Mais nous, véritablement, nous sommes après. Nous n'avons pas le pouvoir. Moi, si on me demandait. Votre mission, c'est d'informer quand même. Si on me demandait de réformer la facturation, je ne sais pas si je serais meilleur que les autres, mais je m'y attaquerai un peu. Mais c'est lié aussi à, je veux dire, au démantèlement du système qui s'est fait. Je ne porte pas de jugement ici, j'en ai un, mais c'est autre chose, du système qui s'est fait depuis la loi de 2000. Hein, et donc, on a rajouté l'opérateur de réseau, on a rajouté puis la CSPE, on a rajouté qui, elle, continue de monter. Vous l'avez pointé tout à l'heure, c'est vrai, j'ai déjà pointé à plusieurs reprises. Tout ça, mais nous ne pouvons pas. Alors ensuite, nous avons le pouvoir d'informer. Nous avons les moyens de répondre aux gens qui nous posent des questions. Mais nous n'avons quasiment pas les moyens d'aller dans les campagnes de communication. Ce n'est pas avec 5 millions d'euros qu'on fait une campagne de communication, sinon on licencie tout le personnel, on le fait une fois dans l'année. Il y en a eu une de faite en 2010, je crois, je parle sous le contrôle du directeur, moi je n'étais pas là, qui fut dotée d'ailleurs de 5 millions supplémentaires, je crois que c'était ça, sur 2 ans, mais c'est la seule qui a été faite pour faire connaître le médiateur de l'énergie à l'époque, hein, mais en tout état de cause, nous n'avons pas ces moyens. Alors nous essayons de faire des choses, nous faisons par exemple du travail avec l'INC, en particulier, vous savez, les infos conso qui passent à la télévision avant les feux de l'amour. Enfin, il n'y a plus les feux de l'amour apparemment l'après-midi, mais juste après le repas de midi pour les gens qui terminent à 13h30. Nous avons un certain nombre d'informations que nous faisons passer comme ça gratuitement sur France 2. Je crois que c'est sur France 2 que ça se passe. Hein, mais nous n'avons pas de moyens supplémentaires d'informer les consommateurs. La seule information du consommateur que nous avons est une forme d'information passive, active du consommateur et passive de notre part, puisqu'en fait, il vient nous demander des renseignements, et beaucoup d'entre eux savent qu'ils peuvent le faire, puisque sur toutes les factures, nous avons obtenu que la mention du médiateur puisse exister. C'est tout récent. Ça, par contre, on n'a pas été obligé d'aller jusqu'à la loi. Il a fallu qu'on menace de proposer à ce que ce soit dans la loi, ce qui aurait été une idiotie, parce qu'on aurait encore alourdi le texte. Donc, les opérateurs ont accepté de le faire. Donc ça, c'est notre possibilité. Mais avec un budget de 5 millions, la Cour des comptes nous a fait le même reproche à mon prédécesseur, puisque ce n'était pas moi. Et c'est, vous savez, le principe, c'est que c'est mon prédécesseur qui était comptable de cette situation, mais c'est moi qui étais président, qui étais médiateur quand c'est arrivé. Donc, je n'avais pas de raison particulière. Je le trouvais profondément injuste dans la mesure où les moyens ne sont pas donnés. Et je comprends qu'on ne puisse pas les donner. Mais on ne peut pas dire au médiateur, vous ne faites rien pour être connu, dans la mesure où il a été choisi qu'il n'aurait pas les moyens de le faire. Donc voilà, je le dis très, très précisément. Oui, Madame la secrétaire d'État à la consommation, récemment, le 19 mai dernier, a indiqué que, je la cite, la directive européenne sur le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation prévoit la généralisation de mécanismes de résolution amiable des litiges entre professionnels et consommateurs dans tous les secteurs d'activité. Bon, quelles conséquences éventuellement pour vous ? Pas beaucoup, puisqu'en fait nous y sommes déjà, nous, dans le secteur de l'énergie. La conséquence n'est pas autant pour nous que pour les médiateurs propres aux entreprises. Vous savez que EDF et GDF... Alors, je parle avec beaucoup de prudence, puisque le Conseil d'État n'a pas encore donné son avis sur l'ordonnance. Il est en cours d'examen. Mais en tous les cas, sur le projet tel qu'il a été transmis au Conseil d'État, il est prévu
parce que là aussi, on a dit un certain nombre de choses, alors qu'en réalité, il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes. On a dit qu'il y avait beaucoup de litiges qui étaient examinés 2 fois. Nous, on constate que sur les 2000, les 300 sur lesquels on a terminé, il y en a, je ne sais pas, une soixantaine, je crois, qui ont fait l'objet d'un deuxième examen de notre part, alors que le médiateur de l'opérateur les avait vus avant. Il se trouve que dans un certain nombre de cas, nous avons eu des avis différents de l'opérateur parce que nous ne sommes pas, nous, liés à l'entreprise. Très clairement. Je ne doute pas qu'ils font preuve d'indépendance, mais c'est clair qu'il y a quand même des pratiques, quand on a fait toute sa carrière dans l'entreprise et qu'on devient médiateur de l'entreprise, il y a des pratiques qu'on trouve normales parce qu'on les a pratiquées tout le temps, alors que quand on est à l'extérieur, on ne les trouve pas forcément normales. Donc eux, au terme donc, de ce texte, devraient passer une convention avec nous sur les façons de travailler. Et je pense qu'on trouvera forcément, parce que si nous devions nous traiter tous les dossiers qu'ils traitent, nous ne pourrions pas avec les moyens que nous avons. Ils en traitent à peu près 50% de ce que nous traitons. Donc vous rajoutez 50%, nous n'aurions pas les moyens de le faire. Donc moi, je n'ai pas demandé à ce que nous ayons tout, même si certains pensaient que ça aurait été une bonne solution. Donc nous allons passer par un conventionnement qui précisera les choses et nous continuerons de temps en temps, comme la médiateur de l'autorité marché financier le faisait. Alors lui, par contre, la montée des banquiers va peut-être lui interdire de le faire, de vérifier, je veux dire, qu'on ait bien respecté toutes les règles dans la recommandation qui a été faite par le médiateur de l'entreprise. Sur ce qui a été voté, mais ce n'est pas définitif, la loi de transition énergétique, normalement, elle élargit votre médiation à tous les types d'énergie. Alors, bon, ça va vous donner un pouvoir considérable. Vous avez fait une projection de budget, d'embauche Alors, monsieur le rapporteur, il se trouve qu'il a été dit par beaucoup de gens important que nous devrions faire avec un budget égal et avec des moyens égaux. Et donc, nous creusons la tête pour trouver des solutions, mais nous allons en trouver. Il n'est pas interdit que nous puissions avoir une contribution des opérateurs concernés, du fioul, du gaz, des réseaux de chaleur, puisque de toute façon, ils sont obligés d'avoir un médiateur, et certains disaient récemment que pour eux, ce sera encore mieux qu'il y ait le médiateur national de l'énergie plutôt que de s'en payer un eux-mêmes. Donc, quelque part, je pense qu'on trouvera des solutions, mais nous pensons qu'il y a un certain nombre de secteurs où il y en aura mais peu. Ce sont les secteurs où l'énergie est prépayée. Le fioul, le gaz bouteille, c'est de l'énergie prépayée. Il peut y avoir des conflits sur la qualité du fioul, peu sur la qualité du gaz, mais il y en a quelques-uns aussi, ça existe quelque part. Par contre, sur les réseaux de chauffage urbain, ça ressemble davantage au gaz et à l'électricité tel que nous l'avons, et nous pouvons effectivement en avoir quelques-uns. Mais nous imaginons qu'avec un budget assez proche de ce que nous faisons, plus une contribution des opérateurs, et qui sera certainement plus basse que s'ils avaient à payer un service, nous devons être capables d'assumer ce saut. En tous les cas, on a commencé à discuter avec eux, ça se passe plutôt bien. Mais au fond, pourquoi on a choisi ce mode de financement? Moi, ça me choque un peu. Je vais être un peu volontiers provocatrice, mais pourquoi on ne passe pas par un financement de crédit budgétaire, comme la plupart des AI? Parce qu'on a estimé que c'était quelque part les consommateurs qui devaient payer la médiation à l'origine. Mais est-ce que c'est une si bonne idée que ça? Ça, je ne sais pas. D'autant plus qu'après, pour adapter le budget, c'est très compliqué. Parce que si c'est un financement qui vient de la facturation, voilà, il est indépendant en fait de vos véritables besoins, des missions que vous devez exercer, etc. Moi, je suis un peu surprise par ce... Et puis là, on continue, si je comprends bien. Parce que donc, ça veut dire qu'on continuerait en fonction des missions complémentaires qui vous seraient données. Moi, je ne suis pas sûr que cette idée soit la bonne, et je ne suis pas sûr d'ailleurs que le Sénat soit dans cette idée, puisqu'il me semble que nous, on n'avait pas du tout décidé ça, a priori. Bon, après, c'est revenu à l'Assemblée, ça a été modifié. Mais il me semble que la proposition du Sénat en première lecture, c'était pas du tout celle-là. Hein. C'était de revenir, il me semble, à un financement crédit budgétaire classique. Non, vous n'avez pas vu passer ça? Non, Madame la Présidente, je pense que c'était le cas pour la
la contribution j'arrête de chercher le nom, la contribution sociale, comment? Non, la partie tarifs sociaux. C'est la partie tarifs sociaux uniquement que le Sénat a proposé de rebudgétiser. Je ne suis pas sûr que dans l'état actuel du budget de l'État, nous pourrions être plus chanceux en matière de dotation budgétaire si c'était la dotation du budget de l'État. Mais en réalité, puisque c'est Bercy qui contrôle le tout, il a la même rigueur par rapport à nous. L'année dernière, on avait fait 10%. Cette année, moi, j'ai dit c'est impossible que nous fassions 10%, d'autant plus qu'on avait une augmentation de nos besoins, de nos demandes. Donc, on a accepté, on a baissé de 2%, oui. Y compris, la différence avec d'autres, c'est que nous avons baissé de 2%, y compris la masse salariale. Alors que dans un certain nombre de services de l'État, les 2%, ce sont sur les crédits de fonctionnement hors masse salariale. Nous, c'est y compris la masse salariale. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'équation, c'est pas logique. Si vous voulez, pour moi, c'est pas logique. Vous avez une mission à remplir. Cette mission, elle ne dépend pas d'une facturation au consommateur. Elle doit dépendre vraiment de la mission, de son exécution, et pas de la facturation telle qu'elle est faite aujourd'hui, qui est quelque part forfaitaire. Donc, franchement, moi, je pense que c'est quand même assez dangereux. Écoutez, moi, je m'abstiendrai d'avoir un avis, parce que je comprends, c'est le rôle du parlementaire, sauf que, en fait, ça, c'est depuis 2006, puisque c'est la loi de 2006 qui a fixé le mode de financement. Parce que là, vous êtes ordonnateur, je vous fais observer, oui. Vous êtes ordonnateur, a priori, vous n'avez aucun contrôle sur les dépenses que vous faites, a priori, c'est vous qui décidez de ces dépenses-là. Vous n'avez pas de contrôle a priori de la dépense. Non, nous avons un receveur du Trésor. Mais le receveur du... C'est lui qui contrôle, comme une collectivité territoriale. C'est lui qui contrôle... Vous n'êtes pas l'ordonnateur du... non. Moi, je crois que vous êtes ordonnateur de la dépense a priori. Mais pas le comptable. Pas le comptable, mais vous êtes ordonnateur. Donc comptable. vous n'avez pas un budget au départ qui a été arrêté. Ah, si. Par qui? Arrêté par le ministère du Budget. Arrêté par le ministère du Budget. Il y a un arrêté budgétaire. Je l'ai dit tout à l'heure. Ça va falloir qu'on regarde bien. Il faut que vous répondiez à notre formulaire là, qui a été excellemment préparé par notre rapporteur. Moi, je ne le vois pas comme ça. Je pense que vous êtes ordonnateur. Et ordonnateur, mais pas comptable. Mais oui, non, ça c'est normal. Ça, c'est le principe de la comptabilité publique. Oui. Vous êtes ordonnateur, donc il n'y a pas un contrôle a priori sur vos dépenses. Il y a un contrôle a posteriori. Et vous avez des recettes qui viennent de la facturation et qui ne sont pas donc décidées par crédit budgétaire. C'est quand même une situation extrêmement confortable. Moi, je suis volontiers provocatrice, mais c'est la vérité. C'est quand même très confortable. Écoutez, moi, je ne suis pas sûr qu'elle soit plus confortable qu'une autre, puisqu'en fait, je dis, c'est Bercy qui nous a, je veux dire, après un débat, nous a octroyé, je veux dire, une part de la CSPE. Il nous a dit cette année ce sera moins que l'année dernière et l'année d'avant c'est encore moins que voilà. Et ensuite nous avons un agent comptable qui régulièrement vise, je veux dire, les dépenses que nous faisons et qui donc comme dans une collectivité territoriale. Ensuite la question peut se poser, je veux dire, de l'honnêteté du médiateur. C'est pas du tout la question. Mon prédécesseur n'y a pas failli et moi j'essaie de ne pas y faillir. Et puis ensuite il y a effectivement a posteriori, la Cour des comptes qui vient après. Que faut-il de plus, d'après vous? Est-ce que si c'était des crédits budgétaires affectés, est-ce que si nous devions à chaque fois faire transiter les crédits budgétaires par, je veux dire, les arcanes de l'État, est-ce qu'on ne perdrait pas la souplesse? Je vais vous citer un exemple. Vous étiez peut-être encore parlementaire à l'Assemblée. Enfin, vous étiez je l'étais un tout petit peu avec vous. Vous étiez à l'Assemblée nationale. Moi, je me rappelle de vous. Vous étiez, oui, voilà, vous étiez à l'Assemblée nationale. Et là, je vais ouvrir une parenthèse qui ne va pas être très longue, mais il y a quelques élus qui sont ici qui sont peut-être au courant. Quand il a été décidé, avec des arguments à peu près proches des vôtres, plus justifiés d'ailleurs par rapport à eux, parce qu'il n'y avait pas d'agent comptable, il n'y avait rien, sur le passage du fameux FACÉ en casse. Ah oui, oh là là, oui. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'aujourd'hui, il y a 450 millions sur le compte du FACÉ et qu'aucune collectivité ne reçoit l'argent. Ça, c'est encore autre chose. Mais parce que les contrôles, aujourd'hui, ça doit passer par la DGEC, ça doit passer par le ministère de la... S'il y avait des crédits budgétaires, vous auriez un contrôle du Parlement.
tout à fait. Et ça, c'est quand même, à minima, vous auriez un contrôle du Parlement. Pardon, mais ça, membre de la Commission des mais Finances, moi, voilà, je vous il n'y ai a dit pas de tout à l'heure contrôle du que- Parlement. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne refusais pas le contrôle du Parlement. Mais il n'existe pas. Et non, mais qu'à minima, cette part que l'Assemblée nationale fait, historiquement, du temps du président Ollier à la Commission des affaires économiques, du temps maintenant du président Brotte, qui tous les ans invite le président ou convoque le médiateur pour qu'il vienne s'expliquer sur Ça, ses c'est plus un fonctionnements, rapport sur sa gestion. d'activité. Voilà, tout à C'est fait. un rapport d'activité. Voilà. Non, mais budgétairement, il bah. n'y a pas un contrôle du Parlement Oui. aujourd'hui. Et dans ce que vous nous avez dit, monsieur le médiateur, vous nous avez dit, chaque année, là, je négocie avec Bercy. Oui. Hein. C'est-à-dire que vous négociez sur le montant de la CSPE, si j'ai bien compris. Oui. Hein, c'est-à-dire que ça fluctue en fonction de la négociation avec Bercy. Et qu'avec Bercy. Hein. Oui. Et vous appelez Enfin, ça une autorité et le ministère- indépendante. Et le ministère de l'écologie. Non, mais quand vous même. appelez ça une autorité indépendante alors que vous êtes soumis directement et uniquement à la décision de Bercy. C'est-à-dire que si vous disent l'année prochaine, vous n'aurez pas 5 millions et quelques, mais vous en aurez 3, vous faites quoi? À moins que ceci ou que cela. Ah non, mais écoutez, moi en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que ma première expérience, puisque c'est seulement cette année, la négociation pour 2014 était terminée quand j'ai été nommé en novembre 2013. Pour cette année, peut-être qu'ils ont été touchés par la grâce, mais je n'ai pas eu de notion, je n'ai pas senti de notion de chantage, quel qu'il soit, de la part des cadres de Bercy, des agents. Je le dis très clairement. Que vous choisissiez de proposer une autre solution, il ne me revient pas à moi de porter un jugement dessus. Voilà. Je dis simplement, je vous demanderai, en tous les cas, de trouver une solution qui a un peu de fluidité, parce que j'ai cité le cas Sfacé tout à l'heure, que je connais bien pour d'autres raisons, qui a un peu de fluidité, parce que je suis président encore d'un syndicat d'énergie, puisque... Ça, c'est le compte de l'affectation spéciale. Oui, mais justement, problème. mais, ça, c'est encore autre chose. Oui, mais non, qui devra en poser moins dans la mesure où lui, il est alimenté. Hein, la question n'est pas son alimentation, qu'aujourd'hui les caisses débordent, alors que là, si c'est un contrôle directement de l'État et dans une dotation directement budgétaire, je crains que j'aurai du mal les premiers mois à payer le personnel. Je le dis très clairement. Parce que ce n'est pas l'État qui les paiera. Ou alors on en fait des fonctionnaires, mais ils ne sont pas des fonctionnaires aujourd'hui. Ils ne sont pas des fonctionnaires. Si on n'en fait pas des fonctionnaires, je pense que j'aurai des problèmes les premiers mois avant que le directeur du Trésor ait débloqué, il le fait souvent en mars, les financements. Monsieur le médiateur, mais c'est de votre responsabilité. vous savez, comme nous, qu'il y a quand même un certain nombre d'autorités indépendantes, administratives, qui ont des systèmes de financement différents du vôtre. Pas pour ça qu'ils ne payent pas le personnel. Écoutez, moi je veux bien, mais moi je vous dis, mais si vous choisissez, moi je n'ai pas de... Mais nous, on ne choisit Ah, mais pas. nous, on essaie pas de de- comprendre. j'ai pas d'opposition. Le Nous fonctionnement, faisons pourquoi il y a cette diversité de... Ah ben ça, le tour des autorités administratives indépendantes pour voir comment elles fonctionnent, quels sont les... Voilà, c'est ça. oui, tout à fait. Mais voilà, moi je ne peux pas vous en dire plus. Vous me demandez mon point de vue. Je vous donne mes appréhensions par rapport à d'autres systèmes. Peut-être que j'ai tort. Mais moi, vous m'avez dit tout à l'heure, vous êtes jugé parti, je ne suis pas jugé parti. Mais en fait, vous me demandez de Non, vous juger êtes ordonnateur. une autre situation. Et pareil. donc, je vous dis, je ne sais pas. Mais je crains qu'il puisse y avoir des difficultés. Voilà. Philippe Leroy avait demandé la parole. C'est pas directement une question, c'est je souhaiterais, pas ce soir, mais qu'on puisse disposer d'une statistique, enfin d'un descriptif assez fin de vos activités, de votre activité. Vous avez parlé tout à l'heure de 500 000, c'était de l'ordre de 500 000 saisines. Non, 1 1 million 500 000 Ah bon, interrogations, 15 000 voilà. saisines. C'est ça, enfin peu importe, j'écoutais pas très sérieusement, mais enfin voilà. Je vous le pardonne. Vous avez donc 1 500 000 interventions auprès de vous, 15 000 saisines. Il serait intéressant d'avoir une typologie de la nature, des interrogations qu'on vous porte, qu'on saisisse bien l'utilité et qu'on puisse également bien comprendre la façon dont vous travaillez, par exemple avec la CNIL ou avec d'autres instances, puisque vous êtes tous en parallèle, vous l'avez dit,
sur des demandes voisines, mais sans vous croiser. Donc de bien vous situer sur ce marché, disons, du mécontentement populaire vis-à-vis de l'énergie. On va faire intergrouper. J'arrive, Colomba va aussi intervenir. Monsieur le Président, vous pardonnerez le caractère un peu direct de ma question, enfin de mon impression. J'ai l'impression que le médiateur a été créé pour mettre de l'huile, faire fonctionner un peu mieux un système qu'on s'obstine à penser concurrentiel, alors qu'il est parfaitement oligopolistique. Il n'est pas du tout concurrentiel, mais la doctrine a voulu qu'on le traite comme concurrentiel. Donc, évidemment, comme ce truc-là, ça ne fonctionne pas, sans susciter des émeutes, on vous a créé. Donc, voilà mon impression brute de décoffrage. Alors bon, je ne vous demande pas forcément de me répondre, mais si ça vous ennuie. Mais franchement, c'est un peu ça, quoi. Moi, je le perçois comme ça. Rassurez-vous. Là aussi, je n'ai pas d'opinion à avoir. Je voudrais faire simplement quelques remarques. C'est vrai qu'auparavant, nous avions un système qui avait son organisation. Que la présence des opérateurs était beaucoup plus forte sur les territoires. Et qu'en plus, à partir du moment où ils n'étaient pas découpés, ils faisaient tout. Et qu'incontestablement, le releveur de compteur était aussi parfois le médiateur. Moi, ce n'est pas moi qui ai choisi ça, je n'ai même pas voté ça, mais ça, c'est anecdotique. Hein. Et donc, aujourd'hui, effectivement, nous avons un système qui est, je le concède, moi je le trouve, je l'ai dit, sur la loi de 2000, j'avais d'ailleurs dit qu'on allait vers un système beaucoup plus compliqué, donc je n'ai pas changé d'avis. Hein. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas trop, avec un bénéfice relativement faible pour les consommateurs, en particulier en matière d'électricité. Puisqu'en fait, les marges qui sont données sont... En fait, on a transformé les gens qui étaient sur le terrain en opérateurs commerciaux, mais ils sont aussi nombreux à faire du démarchage qui n'avaient auparavant contrôlé les compteurs. Donc voilà la situation. Moi, je ne peux pas vous dire le contraire. Vous êtes politique, vous avez le droit d'avoir un jugement sur ces situations. À titre personnel, j'en ai un. Voilà, à titre personnel, j'en ai un aussi, mais je ne suis pas là pour vous le donner. C'est vrai que ça a été complexifié. C'est vrai que, en plus, il arrive des opérateurs qui naissent, qui parfois arrivent de l'extérieur, qui ont des comportements qu'il faut canaliser, je vais employer ce terme-là. C'est un peu dans notre rôle, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous essayons de le faire, on ne fait pas toujours de la pub. La semaine prochaine, je vais y revenir, je vais donc rendre mon rapport d'activité public, mardi matin. Je dirai un certain nombre de choses sur telle pratique de tel ou tel opérateur, aussi pour que la presse s'en saisisse et que peut-être ça les aide entre guillemets, à faire mieux. Donc voilà, moi ce que je peux vous dire, on peut effectivement se dire avant c'était mieux, c'était plus simple, mais en tout état de cause, on voit bien qu'aujourd'hui il y a des difficultés, y compris d'ailleurs parce que pour des raisons budgétaires, on a demandé aux entreprises d'être efficaces. ERDF a supprimé, et GRDF, puisqu'ils avaient, vous savez, des batteries je l'ai dit tout à l'heure, de releveurs de compteurs, on les a remplacés par des gens, des sociétés privées, qu'on recrute par appel d'offres et qui parfois ne font qu'une année, qui eux-mêmes prennent des agents pas qualifiés du tout, c'est le seul moyen, parce que c'est de l'industrie de main-d'œuvre, et bien ça ne rend pas le service que ça pouvait rendre avant. Je vais vous citer un exemple que j'avais ce matin, une accusation de fraude contre des agriculteurs, enfin tout ça, c'est pas soit des agriculteurs ou d'autres. Hein. Et en fait, ERDF dit ça fait 5 ans que ça dure. Très bien. Alors comment se fait-il que le releveur de compteur qui est censé être passé tous les 6 mois n'ait pas vu que le compteur était déplombé depuis 5 ans? Ben, c'est parce que c'est un agent qui n'est pas du tout formé aux techniques de l'électricité, qu'on a embauché pendant quelques mois pour relever les compteurs, et au bout. Et la vraie question, pour nous, c'est est-ce que toute la faute est au fraudeur? Il y a une grande faute du fraudeur, c'est clair, parce que d'abord, c'est quand même lui qui l'a fait, et c'est avéré. Mais par contre, il y a une responsabilité de l'opérateur, parce qu'il ne met plus les moyens aujourd'hui pour détecter la fraude, et c'est au bout de 5 ans qu'il dit « j'en ai 5 ans ». Et l'autre dit « c'est pas vrai, j'ai pas triché depuis aussi longtemps ». Voilà le débat qu'on a. Hein. Ça montre bien ce genre de situation.
Tout ça parce qu'effectivement, moi j'ai d'autres exemples. J'ai un ami qui est un ancien cadre de RDF ou d'EDF, il voit le contrôleur passer, il dit alors t'en fais combien dans la journée? Il dit j'en fais tant. Ben, il dit mon pauvre vieux, t'es pas foutu d'en faire autant que ça. Ben, il dit bien sûr que non, mais il dit ce soir je mettrai des chiffres et puis on dira, il dit quand moi je frappe à la porte et que les gens n'ouvrent pas aussi vite, quand j'ai frappé 2 fois, je repars et puis ben, je laisse un carton. Voilà, c'est pas général, et ça existe effectivement. Alors on nous dit, il y avait aussi dans le temps ce qu'on appelait les relevés de comptoir, c'est-à-dire il paraît-il qu'il y avait des agents d'EDF qui relevaient le compteur comme ça en buvant un coup sur le bout du comptoir, ça existe peut-être aussi, mais en tous les cas quand il y avait de la fraude, ils savaient la trouver parce qu'ils étaient formés, ils étaient techniciens. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Effectivement, quelque part, nous remplissons. En même temps, ne disons pas qu'avant, il n'y avait jamais d'erreur sur les factures. Hein, ça existait aussi. Faut pas non plus, c'était pas un monde complètement. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est plus compliqué. Il y a aussi des problèmes de communication entre l'opérateur de réseau et le fournisseur. Il y a toutes ces questions qui se posent. Le système a été complexifié, je l'avoue. Sur l'autre question, la relation avec les autres. En même temps, j'allais dire, je suis étonné qu'on pose la question, mais on n'a pas à être étonné. Nous sommes, nous, chargés d'une mission dans un secteur encadré par la loi. Et notre mission, nous sommes les seuls à comment mener de cette façon-là. D'autres ont une autre mission. On a évoqué la CNIL. Notre seule relation avec la CNIL depuis 1 an et demi que je suis là, c'est la question de la conservation des données issues des compteurs Linky. C'est de la responsabilité de la CNIL de donner un avis. Et il nous a semblé que, eu égard à ce que nous savions, il était important que nous donnions à la CNIL notre avis. C'est tout. Mais sur le reste, nous ne marchons jamais sur les pieds les uns les autres. Jamais. Nous n'avons pas du tout les mêmes missions. Pas du tout. Alors certes, on peut dire la CNIL, on peut la supprimer. On peut dire le médiateur d'énergie, on peut le supprimer. On peut même dire on va les regrouper. Mais en réalité, nous sommes sur des missions complètement différentes. Il aurait pu se passer que je ne rencontre jamais Mme Falque-Pierrotin pendant mes 6 ans de mandat. Et ça n'aurait pas été scandaleux. Nous faisons des choses différentes dans des domaines complètement différents. Je trouve que j'ai cru utile d'aller la rencontrer pour lui donner la vision que nous avions, nous, effectivement, eu égard à la protection des données, en disant on peut trouver une solution sur la protection des données pour que le consommateur puisse avoir effectivement le stock de sa courbe de charge pour pouvoir ensuite avoir une meilleure offre par un fournisseur, sans que ça devienne intrusif. Voilà ce que je voulais dire. Alors ensuite, sur la typologie, nous avons un certain nombre de statistiques, puisque je vous disais tout à l'heure que nous allons rendre notre rapport la semaine prochaine. Le résumé, nous allons d'ailleurs pour des raisons d'économie et puis aussi parce que le fait que j'ai été parlementaire m'aide quand même à faire un certain nombre de choses. Je sais bien que vous recevez des piles de rapports d'activité de tout le monde, de grandes entreprises, de grands services publics et tout ça, et que sans doute que vous êtes bien meilleur que moi, que vous les lisez in extenso d'un bout à l'autre, mais moi je ne le faisais pas. Donc, du coup, je me suis dit à quoi bon tirer des feuilles de papier en quantité que personne ne lit ou que peu de gens lisent, y compris vos assistants parlementaires, si vous les questionnez sur tel ou tel sujet, ou les administrateurs du Sénat, madame, ils regardent leur écran, ils cherchent et ils téléchargent. Voilà. Donc, on en a tenu compte. Cette année, nous allons sortir un résumé de 40 et quelques pages, qui donnera vraiment les petits chiffres, mais petit, c'est le petit format. Un résumé de 40 et quelques pages. Et ensuite, nous allons dire à tous les gens qui sont intéressés qu'ils peuvent télécharger le rapport qui fait 150 pages directement pour éviter le papier. On va économiser 20 000 €, c'est toujours autant d'économiser. Et je pense que c'est important que nous le fassions de cette façon-là. Mais ce rapport va vous donner un certain nombre de chiffres, de typologies, sans doute pas autant que vous le voudriez, mais il m'arrive quand même parfois de me demander jusqu'où on doit aller dans la précision, en sachant que mon rôle est d'abord un rôle opérationnel et que si j'affecte trop de moyens aux statistiques, c'est autant de moyens qui ne seront pas sur l'opérationnel. Et peut-être c'est mon côté paysan d'origine, je considère que l'opérationnel est quand même le plus important. Notre mission, c'est d'abord de répondre aux consommateurs et pas forcément de tous les fichiers. Voilà, je vous le dis, mais vous aurez un certain nombre d'éléments. Ma question, en fait, avait pour but de savoir si vous êtes utile ou pas. Voilà.
Et vous avez parlé vous-même de l'ancienne régulation, du bon temps où il y avait EDF, il y avait EDF, une seule boîte, et ils faisaient le service après-vente. Ils faisaient le branchement, le compteur, la facture, et ils réglaient eux-mêmes les conflits. Et puis en fait, on allait en saisine rarement, 1,5 million à 15 000. Alors en fait, c'est ça l'intérêt. Dans le système nouveau parcellisé que vous décrivez, en fait, EDF et GDF, pour prendre les deux opérateurs et leurs collègues, ont externalisé leur SAV et leur service après-vente. Et c'est vous qui, autorité administrative indépendante, faites le service après-vente pour l'essentiel. On fait le contrôle du service après-vente. Je ne sais pas, quelque justement. part. Enfin, c'est la question que je me pose. Tout à fait. Oui. Quand j'achète un frigo, le service après-vente n'est pas fait, ou un appareil électroménager pour élargir. Il n'y a pas besoin d'une autorité indépendante pour régler les affaires. Eh ben si. Il y a peut-être ça va être obligatoire. Enfin, un médiateur va être obligatoire maintenant. Un médiateur, mais un médiateur, il fait le tout. Oui. Il n'y a pas un médiateur spécifique pour l'électroménager. Et pourtant, le nombre d'achats de moulins à café et de frigos par an nécessite probablement 1,5 million réclamations. Mais c'est fait par les vendeurs. Donc on a l'impression, c'est ça, quand je vous demande une statistique, je me demande si c'est utile d'avoir une autorité administrative indépendante pour régler des problèmes d'explication simple entre un vendeur et un acheteur. Et ne réserver à des médiations plus complexes que des cas qui ne trouvent pas leur solution naturelle, jusqu'à y compris au tribunal de petite instance, de première instance. Sauf que c'est sensible quand même. Sauf que c'est sensible, l'énergie, coupure d'électricité. L'énergie, mais la nourriture. Etc. C'est sensible, donc... Non, mais je pose une vraie question. Alors, écoutez, moi je veux répondre. Peut-être qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une autorité administrative indépendante, mais si j'avais quelque chose à enlever, c'est le deuxième A. Le deuxième A. Une autorité indépendante, sûrement. Mais pas forcément administrative. Ah non, je ne sais pas si elle doit être administrative ou tout ce qu'on veut, mais une autorité indépendante, sûrement. Parce que la réalité, je l'ai dit tout à l'heure, et moi, si j'avais fait 30 ans, 35 ans cadre à EDF et que j'étais le médiateur d'EDF, même, je ne les accuse pas. Je pense que j'aurais des réflexes qui ne sont pas ceux que le médiateur indépendant a. Parce que le médiateur indépendant, lui, il est à l'extérieur. J'aurais des réflexes parce que c'est les réflexes d'une maison. Et c'est normal, quelque part. Si vous avez passé les uns les autres une carrière dans une entreprise, c'est que vous vous y trouvez bien et que vous avez pensé que votre entreprise travaillait bien. Donc, quelque part, il a plus de mal, sans doute, à le faire. Et nous sommes à l'extérieur. Et nous considérons, sans être... Je veux dire, moi, je ne fais pas la guerre aux uns aux autres. Simplement, il y a des pratiques que nous considérons qui sont anormales. Oui. Voilà ce que je voulais dire. L'indépendance me paraît très nécessaire. Simplement, c'est parce qu'on n'est pas dans un système qui est concurrentiel. C'est-à-dire que si le vendeur de frigo ne te plaît pas, ben, la fois d'après, tu vas chez le voisin, chez le concurrent. Là, tu vas où? Ah, vous pouvez. Maintenant, il y a plusieurs opérateurs. C'est encore plus compliqué. Ah, vous pouvez. C'est encore plus compliqué. Alors, Michel Canevet avait demandé la parole et après, je la redonne à notre rapporteur puisqu'on arrive au bout de cette audition aussi. Merci, Madame la Présidente. J'ai bien compris que Monsieur le médiateur assurait la médiation entre les consommateurs et les distributeurs. Est-ce que vous assurez également la médiation entre les producteurs d'énergie et les distributeurs, puisqu'il se trouve qu'il y a de plus en plus de producteurs dans notre pays? C'est ma première question. Ma seconde question, est-ce qu'il existe des dispositifs de médiation analogue pour ce qui concerne l'eau et les télécommunications? Et ne serait-il pas, à votre sens, opportun, dans l'affirmative, de regrouper sous l'autorité d'un seul médiateur ces différents services qui sont utiles et nécessaires à la population pour les besoins essentiels de l'existence? Merci. Alors, sur la première question, nous ne sommes pas compétents pour les litiges avec les producteurs, et Dieu sait, si Dieu existe, mais ça c'est un autre débat, ça ne sera pas porté au procès verbal, qu'il y en a beaucoup. Et nous avions effectivement proposé au Parlement aussi, le rapporteur, vous avez évoqué que
On ne voulait pas tout faire, mais il y a là une vraie lacune. Et en plus, quelque part, ça nuit à l'image des énergies renouvelables. Donc pour le moment, nous ne sommes pas compétents et la loi de transition énergétique ne nous a pas rendus compétents là-dessus. Donc on reste toujours dans un domaine très particulier, avec en plus une difficulté supplémentaire, et là je l'ai dit publiquement, je peux le redire ici, c'est que les grands opérateurs jouent les parrains et les apporteurs d'affaires pour des petites entreprises qui ne sont pas toujours sérieuses, malgré ce qu'ils disent. Et que vous avez un certain nombre de cas où des installations ont été faites et où le consommateur a fait confiance parce qu'on affichait le logo, le parrainage de la grande entreprise, GDF et EDF, pour ne pas les citer. Et que quand ça ne marche pas, et ça existe, et qu'on se retourne vers l'entreprise, parfois elle a disparu. Parce qu'elle était tellement pas sérieuse que le type, il s'en est mis plein les poches. Puisque vous êtes breton, il y a eu une entreprise à Saint-Brieuc comme ça, vous avez peut-être entendu parler d'elle, qui avait fait dans l'immobilier d'abord, qui a fait ensuite dans les panneaux photovoltaïques, et à chaque fois, le patron a eu le temps de se sortir avant que les affaires n'aillent mal. Pour lui, ça allait bien. Donc, ces questions-là n'ont pas été tranchées, et je vous dis, c'est dommage, que ce soit nous ou d'autres, mais ça aurait été nécessaire. Mais ceci dit, j'aurais voulu aussi que le Parlement, je dis très clairement, sur cette question de responsabilisation, rendre responsable celui qui donnait son parrainage, qui en plus récupère les certificats d'économie d'énergie à son profit, mais qui n'assume aucune responsabilité. Et il y a des cas de gens qui se retrouvent avec des emprunts payés et pas de production d'énergie en face. Ça, je crois que c'est extrêmement important. La deuxième question, c'était... oui, le regroupement. Il existe. Alors, c'est des systèmes... Dans l'eau, c'est un médiateur interentreprises qui est nommé, qui est d'ailleurs un ancien... A-t-il été sénateur, Marc Sancy? Oui, il a été député. Député, il n'a pas été sénateur. C'est Marc Sancy qui va finir son mandat. C'est une autre formule. Moi, je vais vous dire très clairement, sur les médiateurs, le médiateur indépendant est très important. Le médiateur interentreprise a déjà une grande indépendance, parce qu'il est interentreprise. Le médiateur d'entreprise, ce n'est pas les hommes. Je pense que quelque part, il peut être l'objet de pression parce qu'il est dans l'entreprise. C'est très clair. Donc ça existe. Faut-il les regrouper? Certains pays l'ont fait. En Angleterre, par exemple, ils sont combien chez le médiateur qui font les télécoms, je ne sais plus quoi, ils sont 1 millier de personnes. Combien? 550, oui. Nous, on est 41. Est-ce qu'au bout, ça fera des économies? Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez arrivé sur les petites communes et grandes communes. J'en suis pas complètement persuadé. Chez nous, on est une structure relativement... Moi, je suis rémunéré, mais pas pas comme un cadre supérieur de la fonction publique. On pourrait le constater, parce que dans les chiffres, ils vous seront donnés. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose... Moi, je pense que les petites structures, un peu commando, quand elles fonctionnent bien, sont peut-être aussi intéressantes que les très grandes, qui couvrent tout. C'est intéressant pour les personnels, parce qu'ils peuvent évoluer d'un service dans l'autre plus facilement. Mais je ne suis pas persuadé qu'en matière d'efficacité, ce soit meilleur. Voilà, je vous le dis comme je le pense, mais le médiateur de l'eau, il est médiateur, alors lui seulement pour les sociétés privées. Il n'est pas médiateur, donc il y a encore une question pour les régies. Il intervient quand même sur les régies. Oui, mais normalement, mais il n'est pas payé par les régies. Il n'est pas payé par les régies. Et les régies refusent souvent la médiation du médiateur de l'eau. Bien sûr. Voilà. Allez, monsieur le rapporteur, c'est vous qui reprenez la parole à ce stade. Très, très simplement, je crois que cette audition a eu le mérite de nous faire avancer sur un certain nombre de points, et en particulier sur déjà la diversité des sources, des ressources des autorités administratives indépendantes. Bon. Et aussi sur les questions de regroupement ou de non-regroupement des autorités administratives indépendantes. Et ce sont deux points, ça fait parmi les points importants qui donneront lieu à débat au cours de cette commission d'enquête. Et puis, merci en tout cas pour vos réponses directes, sans détour, et je crois que c'est aussi une bonne chose de pouvoir avoir ce type de réponse et de ne pas tourner autour du pot. Ça, je ne sais pas faire. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur. Et bonne soirée à vous. Je vous en prie.